D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre sujet que je vais aborder avec vous avec grand plaisir, c'est le sujet de la confiance en soi et de renforcer sa confiance en soi. Alors pourquoi avec grand plaisir? Puisque j'ai la conviction, en tant qu'à la fois psychologue et coach, qu'on peut améliorer sa confiance en soi tout le long de sa vie. C'est vraiment une évolution en fait de nous tout au long de notre parcours personnel et professionnel. C'est un sujet qui nous permet de se sentir mieux, d'être plus à l'aise et prendre conscience qu'on a besoin de renforcer sa confiance en soi, c'est déjà la première étape. Je pense que nous sommes ensemble ici dans ce cadre-là. Augmenter, renforcer sa confiance en soi va nous donner de la vitalité, va nous mettre plus à l'aise, va nous permettre de nous sentir libres, va nous permettre d'apaiser nos émotions, se réaliser, s'épanouir pleinement. C'est un sujet de développement personnel que l'on travaille pour soi, dans sa vie pro, dans sa vie perso. Je vais introduire notre sujet en éclairant un petit peu avec quelques définitions assez simples, mais en tout cas, on a les psychiatres Christophe André et Lelord qui ont travaillé sur l'estime de soi, en fait, qui est composée de 3 concepts que vous allez entendre à droite et à gauche et que, du coup, je vais éclairer rapidement avant de faire un focus sur la confiance en soi. Il s'agit de l'amour de soi, de l'image de soi et de la confiance en soi, d'accord ? En ce qui concerne l'estime de soi, qui est le chapeau, on a l'arbre de l'estime de soi, et puis on a 3 racines qui alimentent en fait cette estime de soi. Si on parle de l'estime de soi, aujourd'hui, on a tendance à chercher à s'apprécier, s'évaluer, évaluer ses forces, ses faiblesses. L'estime de soi, c'est l'évaluation que l'on fait de soi par rapport à un idéal qu'on a projeté, qu'on a construit depuis notre petite enfance, ou que la société en fait nous projette. Donc attention, l'estime de soi, c'est une évaluation. Pas forcément la réalité, c'est bien là où on sent des décalages et parfois des difficultés. L'image de soi, c'est l'image que l'on croit avoir de soi en prenant pour la réalité, sans avoir d'objectif de comparaison. Et puis la confiance en soi, on va donc y rentrer tout doucement. L'amour de soi, traditionnellement et culturellement, c'est la capacité en fait à aimer. Très souvent, on oriente vers aimer autrui dans nos traditions occidentales. Aimer autrui, c'est là-dessus qu'on met l'accent. En revanche, en psychologie moderne, on tient un discours qui est un petit peu différent. On va poser l'idée de s'aimer un minimum, en fait. S'aimer un minimum est indispensable pour éprouver du plaisir, pour éprouver du charme à la vie, de la compréhension de la vie, mais également pour être en confiance. Donc ça fait partie d'un des piliers. D'accord ? Voilà pour l'arbre de l'estime de soi. Et puis hop, je vous emmène à focuser sur la confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est le moment en fait où on va peut-être être en difficulté. En tout cas, c'est le moment où on va se confronter à l'action. Confiance en soi, c'est faire face à l'action, c'est faire parce qu'on est persuadé qu'on peut faire. Donc on est toujours dans le faire et parfois en difficulté quand on est dans ce manque de confiance en soi. La question qu'on se pose, c'est quelle attitude j'ai, quelle attitude l'autre a face à l'action. On voit bien c'est là qu'on sent que la confiance est plus ou moins intense. Face à des situations nouvelles, dans quelle mesure je suis confiante face au changement, face au risque, tout ce qu'on peut trouver dans la vie professionnelle, face au changement lors d'une transformation, un changement de poste, un nouveau poste, quand on postule en fait. Et puis on évalue les risques, est-ce que je fais face aux risques? En fonction du degré de confiance, on va oser se tromper ou ne pas oser se tromper. On va réussir, on va apprendre ou on va rester en retrait. On va comprendre ses limites, en fait, en fonction du niveau de confiance en soi. Ça, c'est un point sur lequel on va revenir, qui est extrêmement important. Comprendre ses limites et les respecter, en fait. Et puis, la confiance en soi, si on a confiance en soi, on va avoir tendance à rester sur le présent ou basculer sur le projet, sur le futur. Quand on manque de confiance en soi, on va être plutôt axé sur le passé, finalement sur ce qui n'existe plus. Cette confrontation en fait à l'action, elle active en fait chez nous des peurs et cette confrontation elle est hyper importante. C'est ce qu'on appelle un puissant levier de développement de la confiance en soi. Donc on va se confronter à l'action et du coup je vais vous emmener justement à cette confrontation à l'action avec quelques ingrédients parce que la confiance en soi ne se décrète pas, vous le savez, si vous participez à ce webinaire, c'est que ça nous titille en fait cette confiance en soi en se disant mais voilà, comment je fais? Je n'arrive pas à me dire « aie confiance » et ça y est, c'est OK. Donc la baguette magique, en fait, ne fonctionne pas. Très souvent, on manque de confiance en soi parce qu'on est face à de l'hyper-exigence envers soi-même. Et puis, on a peur de faute, de manquement.
Et en fait, on ne supprime pas tout ça comme ça. Ce qui est intéressant, malgré tout, sur le bon côté de la confiance en soi, qui n'est pas totalement et jamais acquise, c'est la conscience de la vulnérabilité qu'on peut sentir. La vulnérabilité, elle est là, c'est un petit peu de doute, c'est du questionnement, c'est ce qui va nous mettre en mouvement. Donc voyons aussi l'aspect positif en fait dans une confiance en soi qui n'est jamais absolue et heureusement. Donc du coup, mettons de la souplesse dans nos confiances, dans nos peurs, dans nos croyances et quelques ingrédients qui nous énergisent. Voilà. Le premier ingrédient que j'ai envie de vous inviter à prendre, c'est travailler en fait l'acceptation de soi. Ça se décide un petit peu, ça, contrairement à la confiance en soi. Il y a quand même une question de résilience, de volonté. Et s'accepter, en fait, c'est ne pas renoncer. Attention, c'est pas parce que je m'accepte tel que je suis que je me soumets, que je renonce à me mettre dans une situation qui va me mettre en déséquilibre et que, en réalité, je vais affronter. Ce n'est pas renoncer ou se soumettre, mais c'est affronter ce que l'on est et donc du coup aller chercher ses propres limites. C'est-à-dire faire preuve de vigilance, faire preuve de clairvoyance en fait, et on va s'inviter à faire l'examen de notre théâtre intérieur autour de ces notions, hein, estime de soi, image de soi, amour de soi et confiance en soi. Donc accepter, c'est aller d'abord prendre conscience, observer ces émotions. Observer qu'on a des idéaux, mais qu'on est peut-être en phase de descente de nos idéaux qui sont frustrés, qu'on va peut-être revoir, et donc être dans la nuance en fait de cela. La nuance est quelque chose d'extrêmement important, voilà, si on veut avancer sur ce chemin. Nos attentes sont contrariées, on peut se retrouver face à des impulsions qui vont être par exemple d'abandonner. Quand on accepte en fait, soyons clairs, ça nous permet d'abaisser notre niveau de stress, physiologique, psychologique, mais surtout du coup d'avoir un apaisement et un meilleur discernement. S'accepter, du coup, c'est une forme que je dirais supérieure de lâcher prise, qui nous accompagne vers l'action, vers une action féconde, vers le chemin en fait, qui du coup va nous amener à des petites réussites ou des grandes réussites qui peu à peu vont construire notre confiance. S'accepter, ça nous libère en fait des carcans qu'on s'est créés, des il faut, des should, des must, des agacements, des énervements vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça nous propose de réfléchir sur nous-mêmes et d'accepter, oui, voilà, quelles sont mes limites, mais après d'agir, c'est-à-dire après de se dire, allons-y. Donc, passer par l'acceptation qui est un préambule, hein, c'est vraiment une étape essentielle. La deuxième étape, ça serait de lever ses freins émotionnel. Lever ses freins émotionnels, c'est prendre conscience en fait de ses peurs, peur d'être jugé, d'être comparé, d'être évalué, peur de l'échec. Alors dans ce théâtre intérieur hein, où je vous propose de faire de l'introspection, vous pouvez vous faire aider pour travailler vos peurs, mais déjà en prendre conscience, elles s'activent moins. C'est la première chose, elles s'activent moins quand on est en situation où on a besoin d'avoir confiance. J'ai peur, je la prends sous le bras, elle est là. Malgré tout, on peut avoir aussi un raisonnement par rapport à ces peurs et donc les questionner, les bousculer, les chahuter. Et puis être dans le concret quand on se pose des questions. Et là, c'est vous qui devez être vigilant avec vous-même, d'être rigoureux. C'est je suis concret, j'ai pas confiance, pourquoi, sur quoi, pourquoi je n'y vais pas, qu'est-ce que jusqu'à présent j'ai réussi à faire, qu'est-ce que je ne réussis pas à faire. Pourquoi je me sens jugée? De quel jugement parle-t-on? Est-ce que c'est grave? De la part de qui? On va vraiment dans un détail, on se fait un questionnement vertical sans, je dirais, trop d'indulgence par rapport au questionnement. Ce qui va nous permettre d'observer que ces freins émotionnels sont liés à des pensées et alimentent les émotions. Les deux, émotions et pensées, s'alimentent et nous font souvent abandonner si on ne traite pas avec des réponses à ces questions. On va alors pouvoir enfin se détacher de ces pensées, être dans le réel et grâce à cet exercice de confrontation à la réalité. J'ai peur de prendre ce poste, pour quelle raison? J'ai peur de me présenter, pour quelle raison? Qu'est-ce que je risque? En quoi je vais être jugée? Est-ce que c'est grave? Quel va être mon impact? Quelles vont être les conséquences en fait? Et est-ce qu'il est mieux de rester en retrait? Quel bénéfice j'ai à rester en retrait? C'est une bonne question en général pour se confronter.
allez, la confrontation c'est assez difficile, mais on y va parfois aider. Une fois qu'on a traité nos émotions positives, n'oublions pas qu'il existe des émotions agréables et que ça, c'est une hygiène de vie, je dirais, où constamment on travaille nos émotions agréables. Alors vous connaissez les 3 kiffs par jour, mais en tout cas, l'importance de repérer les émotions positives que vous avez vécues, par exemple, hier, au travail. Faire l'effort de les repérer, c'est après les vivre au quotidien et les revivre en fait. Pourquoi repérer que les émotions négatives alors qu'on a des émotions positives qui sont des ingrédients extrêmement riches pour nous mettre en confiance? Là, on va travailler autour de nous, se créer une écologie, en fait, une énergie autour de nous. On a de nombreux bénéfices en fait aux émotions en termes de santé, bien sûr, ça vous le savez, fonctionnement avec les autres, fonctionnement de notre pensée, on est souvent plus ouvert, on réfléchit mieux et puis on a davantage de capacité à faire face. Ça va alimenter notre résilience si on s'alimente d'émotions positives. 3e ingrédient, pour être en confiance, se connaître soi-même, on a parlé de ses limites, de ses peurs, mais travaillons aussi sur nos valeurs. Avoir confiance et être sur un socle de valeurs que l'on connaît. Être en confiance et être au clair du coup avec ce socle de valeurs qui nous anime. Je vais vous proposer un petit exercice tout simple. Déjà, la valeur, si je rappelle ce qu'est une valeur, c'est ce qui nous construit, c'est un peu le squelette de notre personnalité, de notre être psychique, d'accord? C'est aussi le sens de nos actions. Si j'aime la valeur honnêteté, elle va être présente dans mes actions personnelles, mais c'est ce que je vais rechercher aussi dans mon travail, dans le lien avec l'autre au niveau professionnel, dans ce que je vais faire, je vais être davantage dans la transparence, de l'authenticité. Donc en fait, une valeur nous habite et c'est important de les connaître parce qu'elles conditionnent nos actions. Et quand on a une action qui n'est pas en phase avec nos valeurs, on est totalement déséquilibré, on est en dissonance. Et là, il est très difficile de retomber sur ses 2 pieds et d'être confiante. La valeur, donc, dans tous les domaines de vie, je vous propose un petit exercice, l'exercice de la roue des valeurs. C'est après notre temps d'échange, réfléchir aux différentes valeurs que vous avez, les valeurs que vous avez héritées, les valeurs qui se sont construites en vous grâce à vos expériences. Il y a des valeurs qui peuvent être, je vous ai parlé de la transparence, de l'honnêteté, de l'authenticité, de la nuance d'ailleurs, qui peut être moins évident quand vous prenez la liste des valeurs sur Internet, mais qui est quelque chose qui peut être très important. Donc c'est un peu plus que des règles, c'est des principes de vie. Pour chacune des valeurs, je vous invite à mettre une cotation de 1 à 10. Qu'est-ce que veut dire une cotation? Je suis libre, je mets 1 si je suis en prison, si j'aime la liberté. Je vais mettre quelque chose de proche de 10 si je me sens libre de pouvoir m'exprimer comme je le souhaite. C'est un peu le niveau ultime de la liberté. Une fois que vous avez cette roue des valeurs, c'est de voir en fait finalement comment vous avez coté. Et qu'est-ce que vous respectez comme valeur? Respecter ces valeurs, c'est donc faire des actions dans le sens de mes valeurs. Si j'ai une valeur qui est à 5 sur 10, voilà, j'ai intérêt d'aller dans des actions où je vais grandir avec cette valeur. Si cette valeur est la liberté, eh ben, je vais aller dans des actions où je ne me sens pas contraint. D'accord? Je vais me sentir plus dans la liberté. Si ma valeur est la relation aux autres, je vais animer cette valeur, me donner de l'énergie avec cette valeur en mettant des petites actions en lien avec la relation aux autres. Si bien que je donne de l'énergie, ce sont des valeurs énergiques que j'active et qui sont extrêmement riches pour me conduire sur le chemin de la confiance en soi. Si bien que ce que je vous recommande pour travailler sa confiance en soi, comme l'estime de soi, c'est quand même un peu l'histoire d'une vie, la confiance en soi, avoir conscience de sa vulnérabilité parce que c'est important et ça nous fait nous questionner, passer au crible nos peurs, ne pas être très indulgent dans le questionnement, en tout cas aller jusqu'au bout, penser à nos émotions positives et s'énergiser avec nos valeurs en fait. Et ensuite passer à l'action. Passer à l'action, ça va impliquer qu'on réfléchit toujours à notre système de valeurs et que toute une action, pour la faire réussir, pour être en confiance quand on y va, il faut à minima qu'elle soit alignée avec ce qui nous fait vibrer, ce qui est important pour nous, ce qui est fondamental en fait, et ce qui nous ressemble. C'est se respecter également. Alors un exercice pour comment croire en soi. C'est un exercice qui est issu des travaux de résilience de sociologues et de psychologues. C'est un exercice qui est simple, qui est en 4 points en fait. Le 4 points, c'est je réfléchis à ce que j'ai. Alors, admettons que vous voulez vous réorienter, aller sur une nouvelle formation ou
une prise de poste, par exemple. Qu'est-ce que j'ai dans mon environnement? Quel est mon soutien? Quelles sont les personnes qui m'aiment en fait et qui me renvoient du soutien et qui m'aiment de manière un peu inconditionnelle avec mes failles, avec mes défauts, avec mes qualités? Ce sont des figures qui me portent. Extrêmement important de reprendre son premier cercle autour de soi. Ce que j'ai en moi, c'est-à-dire mes forces, mes ressources sur lesquelles je peux m'appuyer. Je vous ai mis un petit lien parce qu'il y a un questionnaire très simple, issu de la psychologie positive, qui permet de définir en fait ces ressources psychologiques. On sait que chaque être humain a 24, c'est estimé par nos chercheurs, 24 ressources psychologiques. 24 ressources psychologiques qui nous amènent en fait à la résilience et à construire notre confiance en soi. Ces 24 ressources, ce sont des ressources plus que des forces. Ça devient des forces quand on les active. Ces 24 ressources, on les a tous, on les active plus ou moins. Voilà. Allez introspecter un petit peu ce point-là. Puis peut-être que naturellement, vous connaissez vos forces, vos capacités. Ce que j'aime, expériences et activités que j'aime, qui sont alignées avec moi, on en a parlé avec les valeurs, c'est important. Et puis ce que je peux, en fait. Quand je me détermine un objectif, quand je détermine le fait d'aller prendre un poste, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les problèmes avant que j'ai pu résoudre quand je me suis trouvée dans une situation de prise de poste? Comment je m'en suis sortie? Aller puiser dans notre expérience. Aller puiser également et apprendre de ses erreurs est un point aussi capital en fait dans la construction de la confiance en soi et pour se renforcer. Mes erreurs m'apprennent et mes problèmes que j'ai résolus m'apprennent aussi et permettent de passer le cap en fait pour agir et être dans cette action. Quand je suis et quand je prépare l'action, il y a un point de vigilance, hein, c'est une tendance, surtout quand on manque un petit peu de confiance, à surévaluer l'action à mettre en œuvre. Je ne vais pas y arriver, je surévalue les efforts que ça va me demander, je surévalue le niveau de qualité, le niveau d'exigence attendu pour me présenter par exemple à ce poste, pour rendre ce dossier. Très souvent, on a une mauvaise évaluation de nos compétences et on a une mauvaise évaluation de ce qui est attendu. Et puis, on a eu l'habitude, parfois, de s'attribuer des non-réussites. C'est souvent le biais d'internalisation. J'ai tendance à internaliser un échec, une non-réussite. En revanche, quand c'est réussi, très souvent, j'ai tendance à aller chercher à l'extérieur les causes de cette réussite. Attention à ce biais d'internalisation par rapport à la confiance en soi, ça c'est un point de vigilance. Et puis la dernière étape, elle est cette fois de faire, de prendre l'initiative et passer à l'action. Une fois qu'on a préparé, qu'on a été dans ce théâtre intérieur, qu'on s'est ressourcé, qu'on a observé nos peurs, qu'on a pris les émotions positives qu'on vit au quotidien, là on a les ingrédients en fait pour passer plus facilement à l'action. On a un peu notre mapping de nos forces, on a nos mappings de nos soutiens, on a ce qu'on a réussi à faire et on a ce qu'on aime et nos valeurs en fait avec lesquelles on est aligné. Choisissons du coup une action qui nous aligne, une petite action, on découpe les actions, on ose se tromper, on est enrichi de ce qu'on a réussi, ce qu'on a appris, mais surtout on ose, donc en fait on va être capable de réussir et d'apprendre et on va observer au moins ce qu'on va apprendre en fait. On va comprendre ses limites et les respecter, on sait que pour tel projet je sais faire, je pense ne pas savoir faire, je vais aller chercher du soutien et donc je vais respecter cette limite en fait. Et puis, on va être sur le présent, on va un petit peu oublier le passé, sur ce qui n'existe plus et ce qui fait qu'on n'est plus la personne d'il y a quelques mois, d'il y a quelques années. Voilà, on construit et on est toujours méthodique, surtout quand on n'a pas confiance. On ne part pas tout azimut en fait, on a des objectifs, on va les atteindre, ce sont des objectifs réalistes. Il est important de se challenger, d'utiliser son entourage finalement pour pouvoir fixer un objectif, le tester en quelque sorte. Petit ou en tout cas atteignable. Chercher l'aide, je vous l'ai dit, et surtout, éviter encore, ça c'est un point de vigilance, toute comparaison, juste suivre son chemin, ses propres actions. Et là, c'est être un petit peu égoïste, en tout cas, être tourné vers soi. Voilà, on conclura sur l'importance de cultiver ses réussites. Ça permet de construire marche à marche la confiance en soi. Très souvent, on identifie ce qu'on n'a pas réussi à faire, on n'identifie pas ses réussites. Moi, je propose souvent un coaching de recenser, se rappeler chaque semaine les réussites auxquelles on a participé et surtout d'aller chercher en quoi
j'ai contribué à cette réussite, parfaite ou imparfaite, hein. J'ai envie de terminer en disant, s'accepter pour être sur le chemin de la confiance en soi, c'est accepter ses limites, je vous l'ai dit, accepter ses imperfections, ne pas aller sur le chemin de la perfection, qui est une entrave en fait assez forte à la confiance en soi. Je vais terminer en vous faisant quelques recommandations. Des recommandations pour notre vie personnelle, mais notre vie professionnelle aussi. Imparfait, libre et heureux, c'est l'estime de soi et la confiance en soi en pratique que vous pouvez trouver voilà, avec Christophe André. L'estime de soi avec François Lelore et Christophe André, et le piège du bonheur, où on va essayer d'aller chercher ces ressources positives, ces ressources psychologiques, s'accepter et peut-être mettre un peu en stand-by ces objectifs de perfection qui nous sont souvent injectés par l'extérieur. Voilà pour quelques lectures inspirantes. Je vais regarder vos remarques. N'hésitez pas à me donner vos rapports d'étonnement. Bonjour, voilà, j'ai une remarque. Je trouve que c'est la société qui nous rabaisse et ça baisse la confiance en soi. Voilà, c'est une remarque, merci. Merci à Véronique d'avoir poussé cette idée. En effet, je l'ai à peine effrôlée par rapport au temps qu'on avait, mais oui, c'est important de souligner aujourd'hui qu'on est confronté à une société de la performance, à une injonction au bonheur. On se doit être heureux, on se doit aussi d'être performant au niveau professionnel, on se doit réussir sa vie. Donc oui, la société nous pousse énormément, la société nous pousse énormément et la société nous expose énormément par rapport à l'image en fait, hein. Les réseaux nous exposent, là vous me voyez, je suis exposée, je me permets de mettre une photo. En fait, c'est aussi très confrontant. Avant, on avait moins de miroirs, on avait moins de reflets et on avait moins d'injonctions. Donc merci beaucoup Véronique pour cette remarque. Aude, le manque de confiance en soi est-il plus féminin que masculin? Bon, là, vous me confrontez à vous me titillez. J'ai envie de vous dire non et en même temps, la réalité est que, on le voit dans les différentes études, hein, que très souvent les femmes ont un petit peu ce syndrome de l'imposteur. On a vu on sait, c'est factualisé grâce à des études que le syndrome de l'imposteur est beaucoup plus important du côté du féminin que du côté du masculin. Donc oui, on a ce point et c'est à travailler. Et on le travaille à travers nos peurs, on le travaille à travers nos croyances, en essayant de déconstruire des stéréotypes. Merci, j'ai un retour qui me dit que la confiance en soi, c'est soulageant de dire que c'est une action de soi. Oui, c'est important. Je n'ai pas été sur le terrain d'aller chercher la confiance en soi chez l'autre. Bien entendu, les retours, la reconnaissance qu'on vous envoie en fait est intéressante, mais c'est vrai que c'est nous le moteur hein, de notre confiance en soi et c'est passé par l'action. Et là, on peut se faire aider, bien entendu, par un psychologue, par un coach, mais on peut y arriver, on peut tenter, c'est jouer, c'est prendre l'initiative. Merci de le souligner. Ne pensez-vous pas que la confiance en soi est à apprendre aux enfants dès la petite enfance? Oui, bien sûr. Quand on est enfant et qu'on est polisson et qu'on fait des bêtises, il y a un point qui est important, mais je dirais deux, pour vous donner deux leviers. C'est un, l'amour inconditionnel de ses enfants. De ses parents pour ses enfants, justement. L'amour inconditionnel, c'est j'ai fait des bêtises, mais je sais que j'ai l'amour de mes parents. Et ça, c'est une richesse extrêmement importante. L'amour n'est pas conditionné, en fait, aux bêtises qu'on va faire, aux mauvaises notes qu'on va ramener. Et puis l'autre point, c'est dans l'enfance, dans l'éducation, c'est le droit à l'échec. Parce que si face à vos enfants, vous avez peur de leurs échecs, vous allez les freiner à l'action. Si on n'a pas le droit à l'échec, on va être freiné à l'action. Moins nous sommes dans l'action, moins on a de chances de réussir, moins on va construire sa confiance en soi. C'est un petit peu mathématique. Si vous gardez ces deux idées en tête, je pense que ça vous donne des points de vigilance dans l'éducation, dans ce que vous transmettez à vos enfants, même si vous, ce n'est pas forcément ce qu'on vous a transmis, en fait. Je continue. La confiance en soi peut être minée par une maladie chronique visible.
En tout cas, elle peut, oui, être dégradée. Une maladie chronique visible, ben, il y a un travail d'acceptation en fait qui est très fort de soi, de la maladie et de ce que ça implique, surtout si c'est visible, et un travail d'acceptation en fait à faire avec les autres. Donc c'est vrai que ça demande peut-être certainement plus de résilience en fait dans ce cadre-là. Je vais rebondir sur le fait que vous dites qu'une action, que la confiance en soi se construit avec soi. Et en effet, c'est d'autant plus important d'une remarque de quelqu'un qui dit, bah oui, parfois nous avons personne. Donc c'est vrai que si on attend que ça vienne de l'extérieur, ça complexifie. Et puis on n'est pas toujours audible en fait à ce que nous dit l'extérieur. On ne croit pas, dans le syndrome de l'imposteur, on ne croit pas à ce que nous renvoie l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est un travail que l'on fait d'acceptation de soi, d'acceptation de ses limites, mais aussi de mise en action, de mise en mouvement, de se dynamiser, de prendre des risques, de se mettre un petit peu dans cette zone d'inconfort qui, dans le présent, qui peut nous challenger aussi, nous faire un petit peu vibrer, et puis qui nous fait nous sentir en vie. Pensez à ça. Se mettre en action, ça nous fait nous sentir en vie. Quand on manque de confiance, on se met en retrait. Le bénéfice, il est négatif. Le bénéfice, c'est immédiat en disant « je ne m'expose pas, je ne me mets pas en risque, je n'ai pas confiance ». Et en même temps, sur du long terme, c'est un bénéfice qui est négatif de se mettre en retrait. Voilà, on ne vibre pas. Oui, quelqu'un rebondit sur le droit à l'erreur. On n'a pas été forcément éduqué au droit à l'erreur. Voilà, je suis confiante malgré tout sur l'avenir. Je pense qu'il y a des changements par rapport à ça. Mais oui, ce n'est pas dans les éducations traditionnelles. Les éducations anglo-saxonnes sont peut-être plus ouvertes en fait au droit à l'erreur. Je vous invite, il se trouve que là je n'ai plus de visibilité, mais je vous invite en tout cas à continuer à poser vos questions. Alors, il y a Pam qui dit oui, c'est bien de souligner qu'on n'a pas forcément été éduqué au droit à l'erreur. Oui, oui, oui. Le droit à l'erreur, comme je venais de le souligner, il est important de l'injecter pour soi. D'ailleurs, c'est se dire, finalement, si je fais une erreur, mais qu'est-ce que je risque de projeter les conséquences et de voir que les conséquences ne sont pas si importantes que ça. Bon, ce qu'on peut se dire aussi par rapport au droit à l'erreur, c'est d'apprendre en fait de l'échec. Et donc, aider les autres, et à tout âge, c'est d'apprendre d'un échec. Je n'ai pas réussi ça, pour quelles raisons? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux la prochaine fois? Qu'est-ce que j'ai fait de bien à cette occasion? Bonjour, comment lutter contre la perception péjorative ou machiste de la confiance en soi chez une femme dans le cadre du travail? Une femme qui affirme une estime de soi est parfois moins bien perçue qu'une femme douce, soumise dans certains milieux de travail. Merci, vous soulignez les stéréotypes de la femme douce et soumise et sur lequel en fait, pourquoi peut-être une puissance supérieure nous dirait qu'il faut se conformer. Comment lutter? Alors, c'est vraiment lutter contre les stéréotypes. Le comment est un petit peu compliqué là en quelques mots, mais souvent moi j'utilise l'humour, on utilise la diversité. En entreprise, on a heureusement beaucoup de politiques de diversité qui nous permettent d'injecter l'idée que nous sommes différents. Donc plus que d'entrer sur le débat féminin-masculin, moi j'aime bien entrer sur le débat de la diversité en fait. Je trouve que l'humour est intéressant. Juste pour rebondir un petit peu auprès de Magali, je me souviens d'une réunion où je suis désolée, je suis une femme et je vais me permettre de dire cela. Mais parfois, en fait, il faut tourner un peu à la dérision, le côté féminin, pour pouvoir titiller, casser un petit peu ces stéréotypes. Et puis, on peut appeler un petit peu à l'aide par rapport
au sujet de l'égalité homme-femme, de la diversité, des stéréotypes. On sait que les codes sont masculins, on essaye de les faire bouger. Je n'invite pas forcément à prendre les codes masculins, j'invite à prendre nos propres codes, mais parfois de mettre le sujet sur la table en fait. Donc je vous l'ai dit, parfois avec de l'humour, parfois un petit peu directement, parfois voilà, avec les personnes influentes et avec l'exemple. Mais j'abonde, on y travaille beaucoup, on essaye d'y travailler tous à notre petite échelle en entreprise. Je regarde vos questions, je vois certaines se recoupent. Alors, j'ai envie de rebondir sur l'éducation. Il y a plusieurs questions sur l'éducation. L'éducation, en fait, entre les garçons et les filles. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'attention qui est portée. En tout cas, ça a bougé. Il ne faut pas lâcher notre vigilance. Ça a bougé, c'est-à-dire on fait moins entrer les stéréotypes dans la petite enfance. On fait moins incarner des rôles féminins aux petites filles, masculins aux petits garçons. On peut quand même voir ce mouvement d'ouverture. Attention quand même aux images qu'on nous renvoie. Ça vient s'entrechoquer avec ce mouvement éducatif à travers les médias. On a quand même des images qui sont encore très stéréotypées. Et puis on a dans les phases d'adolescence l'entrée dans de nouveaux stéréotypes où donc dans l'éducation c'est, j'irais, à maintenir en fait. On voit des efforts faits sur la petite enfance, on voit dans la construction de la personnalité encore beaucoup de stéréotypes. Ça, c'est dans mon œil d'observateur dans un cabinet de santé psychologique au travail, dans lequel en fait je travaille avec Équilibre, qui est un cabinet sur les stéréotypes, l'égalité homme-femme. J'ai un conseil, j'ai une demande de conseil. Avez-vous des conseils facilement implémentables en meeting, par exemple, pour booster sa confiance en soi? Allez, je vais vous donner des trucs et astuces qu'on a en coaching, qu'on partage en fait entre nous. Quand on a un meeting ou une grosse audience, là, oui, j'ai peur. Avant d'y aller, j'analyse un petit peu mes peurs. Ça, c'est la première chose et j'y vais. J'ai pas trop le choix, mais du coup, le fait d'avoir analysé mes peurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de les mettre sous le bras et qu'elles n'agissent pas à nos dépens. Donc elles vont moins nous impacter, elles vont moins surgir à tout moment parce qu'on y va avec. Ça vaut le coup parfois de les exprimer. Moi, ça m'est arrivé en disant j'ai un petit peu d'impréhension quand je vous parle, mais parce que c'est important pour moi. Et là, vous posez aussi vos valeurs. C'est important pour moi d'être ici et ce que je fais, j'y attache du sens et je me sens utile. Un des trucs qui est extrêmement important quand on est dans un meeting, c'est donc du coup se reconnecter au sens. Pourquoi je suis là? Pourquoi c'est important que je porte ce message? Et on a souvent l'authenticité, notre passion qui vient et qui finalement efface le manque de confiance en soi qu'on peut avoir. Si bien que connectez-vous à vos sens, connectez-vous à vos valeurs. Pourquoi vous êtes là quand vous êtes en meeting? Pourquoi vous êtes là face à l'audience? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Et quelle est votre mission? Se connecter du coup au sens, à votre utilité, à votre fonction à ce moment-là, fait en général perdre ce petit titillement qui dit je ne vais pas y arriver, je suis nulle. Non, je me reconnecte à mon sujet. Et là, votre authenticité et votre passion vont vous permettre d'être en confiance. Est-ce que vous pensez que l'estime de soi peut être retrouvée dans un travail après des années de minage plutôt sournois? Alors, je ne voudrais pas négliger l'impact de l'environnement, de personnalités parfois toxiques, qui parfois sournois, donc on peut imaginer inadaptés, déviants. Oui, ça nous a impactés, c'est des expériences qui laissent des traces, donc il faut le traiter. Il y a un moment donné où il faut l'exprimer, il faut se faire aider. En tout cas, ça peut être utile. On peut retrouver, bien entendu, confiance en soi. Mais c'est un chemin sinueux et une mauvaise expérience. Des années, en fait, où on a été un petit peu maltraité a un impact et ne le négligez pas.
il faut le travailler, il faut l'exprimer, il faut en prendre conscience, se rendre compte à ce moment-là des positions dans lesquelles nous étions pour pouvoir retrouver confiance en soi. Voilà ce que je peux vous dire. Ne pas être bisounours, c'est pas un coup de baguette magique, ça se travaille. En revanche, moi j'ai vu vraiment des choses extraordinaires. Donc vous avez ma parole, en tout cas de mon expérience, de ce que j'ai pu voir, sur le fait qu'on retrouve sa confiance en soi. Ne négligez pas le temps et le travail à faire en étant aidé pour avoir un regard extérieur, un éclairage extérieur, pour retrouver finalement de la clairvoyance. Non. Il nous reste quelques minutes. Je me reconnecte en attendant pour prendre vos dernières questions et je me fais aider. Voilà. Non pas que je n'ai pas confiance, mais je crois que je manque de compétences. J'ai quelques limites, si je peux me permettre, en étant en accord avec mon sujet. Merci à vous de m'aider et ça vous laisse le temps d'écrire quelques questions ou quelques réactions en fait, sur lesquelles, comme vous le voyez, je me permets de rebondir. Oui, j'ai de nouveau en fait une réaction sur le sujet des personnalités toxiques qui peuvent nous atteindre, sur le harcèlement. Alors, entre guillemets, on ne peut pas tout de suite mettre le mot harcèlement, mais en tout cas, on va dire comportement inadapté, comportement déviant, qui nous impacte pendant des années. C'est vrai que ça laisse des traces, c'est important. C'est vrai qu'on se perd souvent dans ces relations, donc en fait c'est retrouver de la place pour soi, se réaffirmer en fait, et que souvent on a besoin d'être aidé. Si bien que très souvent on va passer par une redéfinition de soi. Une redéfinition de soi, bon, c'est toujours intéressant, on en fait régulièrement dans notre vie, mais c'est ça le travail, hein, c'est se redéfinir, reprendre conscience de ses ressources, prendre conscience de ses forces, de ses compétences, de ses ressources psychologiques, voilà, qui nous permettent d'aller au-delà. Comment pouvons-nous booster la confiance en soi de nos équipes? On ne l'a pas évoqué. Nos équipes, pour booster leur confiance en elles, on a besoin de bien les connaître en tant que manager. Je vais être dans l'échange, je vais connaître la personne, je vais connaître ses capacités, je vais en discuter, je vais fixer des objectifs en fait avec mon équipe. Bien entendu, vous le savez, on a dû vous le dire, l'importance de faire des feedbacks, de faire des retours. Faire des retours, c'est très important, même s'ils ne sont pas bons. Donc, booster la confiance en soi, c'est donner peut-être sa confiance a priori en disant je sais que vous allez réussir, mais en guidant en fait. On ne lance pas comme ça booster la confiance de manière trop facile en fait. C'est plutôt de la guidance, c'est plutôt de l'accompagnement et d'estimer avec l'équipe ce qui est possible de faire, quels moyens nous allons mettre et faire des feedbacks positifs de tout ce qui est positif, bien entendu, fêter des réussites. C'est vraiment important. On a tendance à ne pas prendre ce temps-là. Et puis, si on n'a pas réussi, c'est faire des feedbacks c'est de la reconnaissance, hein, la reconnaissance des moyens, la reconnaissance du savoir-être, la reconnaissance du savoir-faire, même si nous ne sommes pas sur le résultat. C'est extrêmement important et on gagne en estime de soi, on estime mieux les autres quand on pointe en particulier le savoir-être, le savoir-faire et les moyens que les autres ont mis en place. Quel sport améliore l'estime de soi? J'ai envie de dire tous les sports. Je ne serais pas capable. Je n'ai pas d'éléments concrets. Mais en revanche, je sais que le sport augmente l'estime de soi. Le sport peut apporter du plaisir quand on le fait en termes d'activité de loisir. N'oubliez pas le plaisir, en fait, parce que c'est se respecter. Ça, c'est un point important. Le sport peut permettre d'améliorer son estime de soi parce que on va se fixer des objectifs et on va voir un chemin, en fait, qui est progressif. Attention à ne pas fixer des objectifs trop élevé, c'est toujours le sujet de l'évaluation. Faites-vous aider par rapport à l'évaluation. En plus, quand on a les gènes du perfectionnisme qui nous ont été transmis de génération en génération, eh bien, elle est infinie la perfection, donc en fait, on n'est jamais satisfait et on a tendance à fixer des
des objectifs trop évalués. Donc attention au piège du sport. Pourquoi le sport est aidant? Parce que quand on fait du sport, on est dans de bonnes conditions. On a des émotions positives, on a la sérotonine, entre autres comme hormone, on a la dopamine. Donc on est plus ouvert, on est plus confiant, on est plus pertinent. Toutes ces émotions en fait nous aident. Et rien que quand on sort d'une activité sportive, on a les idées plus claires et on est plus juste avec soi-même. Le sport aide aussi en concentration. Donc, vous voyez, ça alimente en fait nos compétences et nos capacités. Donc, vraiment, le sport est très riche pour gagner en confiance par ce qu'on va produire, ce qu'on va atteindre, le chemin qu'on va parcourir, mais aussi parce que ce que ça produit grâce aux hormones, grâce aux émotions positives, ça nous met dans une énergie. Il me reste 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Je regarde mon ami qui me guide dans le timing. Alors du coup, je vais conclure sur une conclusion très simple. L'importance que la confiance en soi, c'est pas à pas, c'est progressif. Et souvent, le levier, c'est de s'accepter. S'accepter, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne se met pas dans une dynamique de progrès, d'amélioration continue. Mais accepter ses limites pour pouvoir se mettre en action. Parce que si on ne s'accepte pas tel qu'on est, en fait, on se bloque. On se met en retrait et il n'y a rien de plus dommage de se mettre en retrait. Voilà, on n'est pas réellement en vie, on est vivant quand on est dans l'action, quand on est dans la recherche, quand on est dans le questionnement. Et la confiance en soi, c'est juste un mouvement de sa pensée pour regarder une situation un petit peu différemment et se regarder différemment. Merci à tout le monde, merci pour vos questions. S'il y a d'autres questions, je répondrai après, si vous le souhaitez.